Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de votre émission Autant le dire. Notre invité est homme politique, président de l'Alliance nationale camerounaise, un parti fondé au début des années 90. Il est aïdjoïste et l'assume. Depuis quelque temps, il a lancé une campagne en faveur du retour au Cameroun des restes de l'ancien président de la République, Amadou Ahidjo. Il a fait spécialement le déplacement de Garoua pour participer à cette émission et nous lui en savons gré. Aboubakar Ousmane Mey, bonjour. Monsieur Jean-Bruno, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être parti d'aussi loin pour prendre part à cette émission. Nous nous sentons honorés par votre sacrifice. Vous avez coopté il y a quelques jours un certain nombre d'hommes politiques bien connus pour faire partie de votre association Justice Plus. On peut citer le MRC Célestin Djamène et l'UDC Sambaka. Quel est l'objectif que vous poursuivez à travers la cooptation de ces personnalités-là dans votre association? L'objectif, il est très simple. La pacification du pays, une certaine justice qui doit être rendue à des personnes qui sont frustrées depuis une trentaine d'années, voire plus, dont le président Ahidjo. Nous avons aujourd'hui le nord-ouest, le sud-ouest, où vous savez ce qui s'y passe. Et ces frustrations-là sont un peu partout dans le pays. Et nous pensions que la première personnalité du Cameroun, que fut Ahidjo, méritait, n'est-ce pas, l'effort des uns et des autres pour que justice soit rendue. Parce qu'en effet, il se trouve à l'heure où nous discutons là, à Dakar, à Yoff, au cimetière de Yoff, et aucun de ses droits n'a été liquidé. Sa veuve est donc à Dakar avec quelques enfants. Et nous pensons, en tout cas personnellement, je crois qu'il y a quelque chose à faire. Et ceux-là, également, ont rejoint cette idée. La plupart la partagent d'ailleurs depuis longtemps. Et il a fallu juste que le déclic arrive. Et ils ne sont pas les seuls, il y en a beaucoup qui attendent à la porte. Donc voilà un peu le fond, et c'est le patriotisme, c'est tout. Alors vous dites que les droits de l'ancien président n'ont pas été liquidés. De quels droits s'agit-il? Alors on va repartir à la loi d'amnistie de 91, oui. Le 16 avril 91. Cette loi définit donc plusieurs avantages à l'attention du défunt, et d'autres d'ailleurs, hein. Et il est question du rapatriement dans les textes, hein, sur la demande de la famille, ainsi de suite, les frais au nom de l'État, les frais. Mais nous pensons que ce n'est pas juste. Le président de l'indépendance, premier président du Cameroun, ne peut pas que passer par la fenêtre. On doit s'en occuper des cheveux aux orteils. Alors, si le gouvernement, la République s'amuse à manœuvrer les esprits, à piétiner, n'est-ce pas, l'histoire, il y a des patriotes qui vont quand même trouver à dire là-dedans. Et nous en sommes quelques-uns. Alors, cela fait effectivement 30 ans que la dépouille du premier président de la République du Cameroun sèche sous le soleil de Dakar, au cimetière de Yoff. Il n'est pas revenu au Cameroun depuis 30 ans. Alors, à quel niveau se situe le blocage? Bon, le mot est un peu fort, c'est trop fort pour moi. Je dirais qu'il est au cimetière de Yoff, c'est déjà ça. Alors, votre question... elle est un peu épineuse. Elle est épineuse. Le président Biya, qui a bénéficié de tout ce qu'on peut imaginer de la part du président Ahidjo, sait ce qu'il faut faire. Il le sait. Alors, nous autres, nous portons la parole à des personnalités, à des groupes d'associations ou à des institutions capables d'aller vers lui demander qu'est-ce qui ne va pas. S'il ne le dit pas, nous ne pouvons pas le dire à sa place. Mais il y a beaucoup d'intentions sous-jacentes qu'on devine, qu'on observe. Et cela s'attache un peu plus à une crainte de je ne sais pas quoi, d'un côté. Et de l'autre, je vois beaucoup de mépris aussi. Hein. Je vois beaucoup de mépris.
Nous avons, par exemple, au Congo démocratique, Kabila, dont le père a fait virer Mobutu, qui a demandé à l'Assemblée en 2007 de rétablir Mobutu dans ses droits. Et il a demandé le rapatriement des restes. Malheureusement, les restes sont encore à Rabat. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais du côté de nos voisins tout près, le Tchad, Idriss Déby a réhabilité le président Garta Toumbalmbaye. On l'a honoré, on lui a donné tous ses grades. Bon, alors, je pense que le président Biya est le mieux placé pour répondre à votre question, malheureusement. Alors, précisément, le président Biya, justement, il y a quelques années, au sujet du retour de la dépouille de son prédécesseur au Cameroun, avait dit qu'il ne s'opposait aucunement à ce que sa famille organise le retour de sa dépouille au Cameroun. Je vous repose la question, à quel niveau se trouve le blocage ? Bon, le passage du président Biya sur cet événement, enfin sur ce média ce jour-là, c'était une entourloupe. Une entourloupe? Moi je dis c'est une entourloupe. Comment peut-on dire par exemple que la famille demande, sur quelle base la famille se fonde, puisque la loi de 91 dit effectivement que bon, sur la demande de la famille et aux besoins selon les règlements des pays, n'est-ce pas, résidents. Mais tout ça c'est du français tout court. Nous savons que le président Idio est à Dakar, que ici c'est le président Biya qui a les institutions. Pourquoi contourner cette affaire quand il prenait le pouvoir, quand il lui remettait le pouvoir, le 6 novembre 84 notamment, sa famille n'était pas là. Eh bien, il a pris le pouvoir, il n'y avait pas la famille d'Aïdio. Pourquoi il demande la famille d'Aïdio aujourd'hui? Ça n'a pas de sens. Donc, il doit prendre ses responsabilités. Nous nous battrons dans ce sens et nous souhaitons que, compte tenu du contexte, où vous observez comme nous autres que le pays est dans la dérive en termes d'unité. Il y a les germes du tribalisme. Il y a autant de mots dont l'événement Aïdio pourrait contribuer à dissiper, aider à, l'unité. Aider à l'unité. En quoi le retour de la dépouille de Amadou Aïdio pourrait contribuer à l'unité nationale au Cameroun, qui est, comme vous le dites, fortement menacée aujourd'hui? Qui dit président Aïdio parle de l'unité nationale. Il n'a travaillé que pour ça. Vous savez très bien que le président Aïdio ne respirait que pour cette unité du Cameroun. Et il savait que c'était complexe et il l'a dit au président Biya. Il ne fallait pas s'amuser avec l'unité nationale. Il le lui a dit. Aujourd'hui que nous sommes, n'est-ce pas, dans cette difficulté, malheureusement, le retour de ce corps, je dirais, qui est lié à plusieurs dérives. Vous prenez l'affaire à août 83, où il y a eu une première tentative de coup d'État concernant le commandant Ibrahim, le capitaine Salatou à l'époque. Et puis on a abouti au 6 avril, où il y a eu des liquidations. Les charniers sont là, ils existent bel et bien, qu'on le veuille ou non. Le 30 avril 84, Balmayo a vu fusiller des Camerounais. Et un jour férié, un dimanche, ce qui n'était pas conforme à la loi, au code pénal. Mais personne n'en parle. Les corps n'ont jamais été restitués aux familles. Et comment voulez-vous que les gens procèdent à la succession tant qu'ils n'ont pas le certificat de genre de mort? C'est pas possible. Donc tout ça est lié donc au corps d'Aïdio. Alors, donc, votre association Justice Plus ne milite pas simplement pour le retour de la dépouille de Amadou Aïdio, le premier président au Cameroun, mais également pour que la lumière soit faite sur, appelons ça comme ça, les exactions de la tentative de coup d'État du 6 avril 1984. Vous avez certainement entendu parler du capitaine Abalélé. Oui. C'est mon beau-frère. Vous pensez que je vais parler d'Aïdio sans parler d'Abalélé dans un dossier? C'est pas possible. Donc Abalélé a été fusillé. Aujourd'hui, sa veuve est d'ailleurs décédée, ma propre cousine, elle est décédée. Donc ses enfants sont là, personne n'a vu ce que... Moi je dis, vous n'avez pas de certificat, comment vous allez liquider cette affaire? Alors donc, le gouvernement a intérêt, parce qu'il y a plusieurs infractions dans cette affaire du 6 avril, le gouvernement a intérêt à mettre les choses sur la table. Dans tous les cas,
cela est lié à Ahidjo. Nous avons des éléments fortement, qui impliquent fortement le régime dans ce qu'on peut appeler ce pseudo coup d'État. Hein, c'est pseudo parce qu'ils ont été poussés pour la plupart à réagir. Bon, alors, ce n'est pas des détails qui nous intéressent. Maintenant, l'application des textes, la loi d'amnistie de 91, elle est là. Et on doit l'appliquer dans son entièreté. Aboubakar Ousmane, mais est-ce qu'on ne peut pas, est-ce que vous ne courez pas le risque qu'on vous reproche de vouloir exhumer une histoire qui est quand même assez triste dans le cheminement du Cameroun? Quel est l'objectif que vous recherchez à travers l'évocation, effectivement, de ces charniers qu'il y a à Mbalmayo ou alors des exécutions qu'il y a eu dans le cadre de la tentative de coup d'État du 6 avril? Autant m'accuser de ce fait que de laisser cette injustice perdurer. Parce que Mme Ahidjo est à Dakar. Les restes du président sont à Dakar. Sa famille est à Dakar. Il y en a une des filles qui est ici, qui est dans le système, qui est présidente, je crois, du conseil d'administration du palais de congrès. L'aîné des fils est ici, il est ambassadeur itinérant. Mais ce n'est pas ça notre question. Ahidjo n'appartenait pas à sa famille. Il appartenait au peuple africain, dont le Cameroun. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser dans nos démarches? Qu'est-ce qu'il faut penser? Vous voyez, le Sénégal, qui est un pays frère, dont je saisis l'occasion pour remercier le peuple, et le président Diouf, le président Wade, aujourd'hui le président Macky, qui veille sur la famille Ahidjo et sur les restes d'Ahidjo. Pendant que Ahidjo a travaillé pour le Cameroun, c'est le contribuable sénégalais qui s'occupe de lui. Comment vous pouvez comprendre ça en tant que personne normale? Nous n'avons jamais remercié le président sénégalais, en tout cas les présidents sénégalais qui ont veillé sur Ahidjo. En 2016, je me trouvais à Dakar quand le président Biya est arrivé dans le cadre du sommet France-Afrique. Il passait pour aller à l'hôtel, comment on appelle, Méridien Hôtel. C'était devant, il passait devant la maison de Mme Ahidjo chaque matin pour aller au sommet. Il n'a pas daigné, ne serait-ce qu'à envoyer, dire bonjour, c'est élémentaire, je dirais. Ça n'a jamais été fait. Donc, nous pensons que cette injustice, nous ne la porterons pas, nous. Nous décrierons cette situation jusqu'à ce que justice soit rendue et que Ahidjo retrouve sa terre natale. Il a notamment demandé d'être enterré quelque part à Garoua. J'y étais, j'ai été dans le caveau familial où j'ai visité la tombe familiale, où sa mère est couchée, ses tantes sont couchées. La marade, enfin la mère de l'ambassadeur itinérant y est également. Il a indiqué où il souhaitait être enterré. Et en 1985, décembre 1985, il a fait une note au président du Sénégal demandant qu'on le ramène au Cameroun si le pire arrivait. Et il souhaitait que sa femme, Germaine, accompagne ses restes. C'est clair et précis. Pourquoi c'est vous qui menez ce combat pour le retour des restes du président Amadou Ahidjo au Cameroun, alors qu'il a des grands-enfants? Vous avez cité l'un de ses fils qui vit très bien au Cameroun, il est même ambassadeur itinérant. L'une de ses filles est militante active du RDPC, présidente du conseil d'administration du Palais des Congrès. Pourquoi c'est vous qui menez ce combat et pas ces enfants qui ont une bonne position au sein du système et auraient pu mener ce lobbying? En tout cas, pour moi, le président Ahidjo est un héritage affectueux, un héritage pour moi précieux. Je l'ai reçu de mon père, c'est-à-dire que le président Ahidjo... Votre père qui fut gouverneur? Oui, j'ai grandi dans Ahidjo, je suis né dans Ahidjo, j'ai grandi dans Ahidjo, et je l'ai vu mourir. Je l'ai vu mourir loin de sa terre, loin de ce qu'il voulait... Enfin, bref, le président Ahidjo, pour moi, c'est un héritage que je compte, tant que j'aurai effectivement la vie, réhabiliter. Quelle que soit la peine à payer, je ferai ce qu'il faut. Et il y a du monde qui souhaite la même chose. Vous n'imaginez pas combien de chefs traditionnels j'ai rencontrés et dont j'ai recueilli les avis
combien de personnes ressources, combien de Camerounais lambda le souhaitent. C'est dans ce sens que nous lançons d'ailleurs, j'en appelle à la conscience des uns et des autres, parce que nous avons, le trentenaire d'Aïdjo est passé le 30 novembre 2019, ça faisait 30 ans qu'il est décédé. Et le corona est venu un peu empiéter sur notre programme. Nous tenons à lui rendre hommage pour ces 30 ans de décès et porter à Madame Aïdjo notre voix pour lui dire qu'elle n'est pas seule, pour lui dire qu'il y a des Camerounais, il y a des Africains qui sont conscients de sa peine et qui la porteront donc avec elle jusqu'au bout, au point d'espérer la ramener avec ses restes, vivante. Voilà notre objectif. Alors, est-ce que la famille d'Aïdjo, ou tout au moins Madame Aïdjo Germaine, soutient votre initiative, ou alors vous évoluez de manière tout à fait personnelle? Je sais que vous êtes très informé et que vous aviez suivi ces passages sur les médias où elle disait qu'Aïdjo n'appartenait pas à sa famille. Tant que vous pensez ce que nous observons là, Madame Aïdjo ne peut être qu'avec vous, vous soutenir. Mais malheureusement, vous savez qu'elle n'a jamais touché un seul copec de sa pension, la pension de son feu mari. Elle ne peut qu'être avec vous de cœur et d'esprit. Elle est à fond avec nous. Bon, notre objectif maintenant, c'est de faire en sorte qu'elle ait la paix du cœur, parce que tant qu'elle n'a pas ramené les restes là où le défunt souhaitait être enterré, notre combat continue. Et aujourd'hui, Dieu merci, vous avez cité Célestin Diamène du MRC, il est là, et il est chargé, donc l'association l'a chargé, n'est-ce pas, des contacts diplomatiques. Vous avez Maître Kakak de l'UPC qui est là, ça fait une autre pointure. Vous avez Cyril Sambaka qui s'occupe de la coordination nationale. Vous avez Yaya Konaté qui est à Paris. Bon, alors. Donc vous avez essayé de ratisser large pour on ne sait même faire plus. Une association qui soit transpartisane. Absolument transpartisane. Et Habiba de l'UPC, Habiba est là. Habiba, elle est justement de Mayolo. Elle a dit ce combat ne peut pas se faire sans elle. Elle est là. Et avec des cadres de l'UPC. Donc c'est pour vous dire que le peuple camerounais, je ne parle pas en son nom, je ne suis pas un élu, mais le peuple, le fond, le peuple le bas pense que cette affaire doit être réglée. Et plusieurs personnalités, personnes ressources du côté du nord-ouest, sud-ouest, sont dans la même logique que nous. Oui. Alors, franchement, Aboubakar Ousmane Mey, vous êtes homme politique, je l'ai dit, président de l'Alliance nationale camerounaise. Est-ce que vous n'essayez simplement pas d'exploiter la charge émotionnelle que porte le nom et la figure de Amadou Aïdjo pour essayer de rassembler les nostalgiques? C'est une question, de l'ancien régime, à première vue, votre question paraît à première vue épineuse, mais ça fait 15 ans qu'on est dans le combat. Donc l'opportunisme ne peut pas durer 15 ans. Sauf que précisément aujourd'hui, nous sommes dans un contexte, dit-on, de fin de règne. Ça peut aider, non? Non, en 2015. Exploiter l'image ou la figure d'Amadou Aïdjo qui continue d'avoir, quoi qu'on en dise, des partisans. En fait, de façon publique, on a dégainé en 2008. Oui. En avril 2008, nous avons tenu une conférence à Garoua et on a pu quand même évoquer le sujet. C'était un peu froid, mais en 2014, il a fallu, n'est-ce pas, l'interdiction du sous-préfet pour nous arrêter à Garoua. Nous tenions à mettre donc les choses sur la table et l'administration nous l'a interdit. Donc à l'époque, j'étais avec Alain Foguet, qui est aujourd'hui le patron bis du MRC. Responsable de la trésorerie. Oui, et Mohamed Oumfa, à l'époque, on avait bossé dessus et c'était très bien. Il y avait des adhésions de partout dans le monde. Bon, malheureusement, le sous-préfet a trouvé que... Mais ce qui nous a un peu surpris, c'est qu'au même moment... Le sous-préfet a interdit. Il nous a servi une note pour interdire donc, la réunion. Nous voulions la tenir le 7 et le 8 février 2014 et il l'a interdit. Donc, ma demande, je l'ai déposée, je crois, le 20 janvier. Mais alors, je retiens ces dates parce qu'elles m'ont marqué du fait que quelques jours avant moi, à Yaoundé, Woundi Massagat avait fait la demande d'une marche patriotique pour la mémoire de Wandié. Oui.
Et on la lui a accordée. Ils ont fait une marche à Yaoundé pour commémorer, n'est-ce pas, je ne sais pas, en tout cas Ernest Ouandié. C'était à l'époque les rebelles. Nous, à Garoua, nous voulions célébrer la mémoire d'Aïdjo, qui était le patron, mais nous, on nous interdit. Donc c'est une contradiction que je n'oublierai jamais. Vous êtes quand même conscient que Aïdjo ne fait pas l'unanimité au Cameroun. Il est considéré comme un tyran par une bonne partie. Oui. Ouais. Il y en a qui sont des athées, ils disent que Dieu n'existe pas, c'est leur problème. Donc nous, on va continuer dans la... En tout cas, ça ne peut pas nous désarmer. En tout cas, ça, c'est des éléments, n'est-ce pas, à prendre en compte. On va continuer à expliquer la démarche. C'est une Camerounaise, Madame Aïdjo, elle est avec nous. Elle a été avec nous. Et sa mémoire restera avec nous, quelle que soit la situation. Donc nous nous battrons pour ça. Hein. Ce n'est pas une affaire de famille, ce n'est pas une affaire d'individu. C'est une affaire patriotique. Alors, on le sait, Amadou Aïdjo a offert le pouvoir au président Biya en 82. Si vous étiez en face du président de la République aujourd'hui, que lui diriez-vous pour plaider le retour de la dépouille de son prédécesseur et mentor, en quelque sorte, au Cameroun? Que lui diriez-vous? Alors, je me permettrai de lui dire trois choses. Oui. La première vient d'ailleurs de son ancien ministre, Maïkano, le ministre Maïkano Abdoulaye, qui fut ministre des Forces armées. Maïkano, un jour, me disait, le président Aïdjo a l'éternité avec lui. Mais pour nous, le temps compte encore. En deux, je lui dirais la reconnaissance. La reconnaissance. Ça écarte l'ingratitude. Ça écarte beaucoup de choses. Et qu'il pense à l'après-Biya. Biya a des enfants. Biya a une famille. Je ne lui souhaiterais pas, en tout cas, je ne souhaiterais pas à sa famille de vivre ce que la famille Aïdjo a vécu. Ni leurs biens. Nous sommes pacifiques, nous sommes un pays de paix. Et ça commence par là. La reconnaissance. Si elle existe, le reste s'arrangera. Madame Aïdjo n'est qu'une femme, quoi qu'on dise. C'est une veuve. Elle n'a pas digéré tout ce qu'on a fait à son mari. Condamnée à mort par fusillade à la place publique. Quelle femme accepterait ça? Pour quelqu'un qui a remis le pouvoir au président Biya, voilà le sort qui lui a été réservé en dernier ressort. Bon, on ne va pas quand même faire de révisionnisme. On l'accuse quand même d'avoir tenté de faire tomber les institutions par un coup d'État. Attention. Étant à Grasse, parce qu'il était dans le sud de la France. On va pas faire l'enquête de ce coup d'État ou pas. Ici, vous parlez des biens. Est-ce que les biens d'Aïdjo souffrent de quelque chose? D'abord, il y a eu, ces biens ont tous été réquisitionnés. Et la rétrocession a eu après la loi d'amnistie. Est-ce que ces biens lui ont été effectivement restitués? En l'état. C'est-à-dire que si ces biens avaient été pillés à l'époque, on ne pose pas de questions, vous reprenez. Si c'est des coquilles vides, il n'y a pas de problème. Donc, en l'état. Voilà, c'est ce que les termes, n'est-ce pas, de ce document. Alors, je reviens à votre question centrale. Je dirais simplement au président Biya que nous sommes tous des mortels et que parfois il va falloir, donc, du haut de son orgueil personnel, transcender. Il faut transcender. Je sais, par plusieurs informations, je sais que sa femme, Chantal, elle a un passeport diplomatique bleu. C'est-à-dire que c'est des gens, on ne peut pas... Elle peut loger n'importe où dans le monde. Elle peut loger. Mais Madame Aïdjo n'avait que son passeport camerounais, avec son mari et ses enfants. Ces titres de transport leur ont été retirés. Bon. Alors qu'ils pensent à la fin. Là, maintenant, ils sont là. Mais après, il va falloir quand même vivre. Et nous ne sommes pas, si vous voulez, des gens des chasseurs de, je ne sais pas. Tout le monde a le droit de vivre au
au Cameroun, comme ailleurs. C'est les droits fondamentaux. C'est les droits fondamentaux. Et nous souhaitons que la chasse aux sorcières ne vienne pas. Nous ne voulons pas de ça. Alors qu'il arrange ces choses. Nous savons comment le président Aïe lui a légué le pouvoir. Je vais vous faire une... confidence, allez-y. Une confidence. Oui, je suis friand de confidence, allez-y. Oui. Confidence, parce que quand Aïe lui remet le pouvoir le 6 novembre 82 ici, à 10h, l'après-midi, il se retrouve à Garoua. Il se retrouve à Garoua. Sa mère, à Dakano, était déjà souffrante. Mais elle tenait encore la route. Et le soir, il se rend à son chevet pour lui dire bonjour. Elle n'a pas répondu. Elle n'a pas répondu parce qu'elle était surprise et à la limite déçue de ce que le président s'en aille comme ça du pouvoir, sans que rien ne soit arrangé du point de vue familial ou quoi que ce soit. Donc, elle lui en a voulu. Bon, il a cru que c'est une affaire, n'est-ce pas, mais ça a duré jusqu'au décès de la maman. Parce qu'elle est décédée quelques mois après, elle est décédée en février, le 17 février 83. Donc ça ne fait pas 4 mois. Elle est décédée. Le président Idio n'a plus reçu de sa mère un seul mot. Il est mort. Elle est morte. Aujourd'hui, il est aussi mort. Mais pourquoi leur en vouloir jusqu'à ce niveau, jusqu'à ce stade? Les Sénégalais sont étonnés. Chaque fois que je discute avec quelques-uns, ils sont étonnés. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous l'adulons ici. Ce monsieur, il était très respecté, très aimé en Afrique, ainsi de suite. Ils ont fait beaucoup de choses depuis les années 60 jusqu'à nos jours, jusqu'à leur temps, jusqu'à sa démission. Ils ont fait beaucoup pour l'Afrique. Pourquoi donc accepter que cette affaire-là reste comme ça? Alors donc, je dis au président Biya, il faut régler ce problème. Nous avons le cardinal Toumi, que j'ai rencontré plusieurs fois, des personnalités, mais ça ne suffit pas. Il va falloir que le président Biya décide. Et nous allons porter donc ce message sur sa table. Merci, je vous propose de prendre une pause, mesdames et messieurs, et nous revenons dans quelques instants pour la suite et la fin de cette émission, autant le dire, avec Aboubacar Ousmane Mey, notre invité. De plus en plus d'appareils sont connectés à Internet et se protéger contre les menaces peut paraître bien compliqué. Et si la cybersécurité devenait accessible à tout le monde? C'est pour cela que nous avons créé Bitdefender Central, votre portail de gestion simplifié de sécurité. Installez une protection sur n'importe quel appareil, le tout à distance. Gardez le contrôle où que vous soyez. Si le PC de Marie se comporte de façon suspecte, analysez-le à distance depuis votre application. Optimisez et nettoyez aussi votre ordinateur. Utilisez le contrôle parental pour garder un œil sur vos enfants et superviser leurs activités en ligne. Et si un de vos appareils est introuvable, utilisez le module antivol pour le localiser en temps réel. Restez informé à tout moment de votre sécurité. Bitdefender Central, votre sécurité simplifiée. Made with virgin pulp of our forests, Tiof is a derivative of pure cellulose wedding, a handkerchief eco essential for hygiene, which does not generate any environmental pollution. The Tiof pocket handkerchief is a perfect combination of resistance, suppleness, and softness. We have added to its packaging an African imprint, which resembles us and brings us together. Tiof. Homemade By us. For Africa.
Mesdames et messieurs, retour dans cette émission avec notre invité Aboubacar Ousmane Mey, président de l'Alliance nationale camerounaise, un parti politique fondé depuis le début des années 90. Alors, Aboubacar Ousmane Mey, on observe ces derniers temps une grande agitation politique dans la partie nord du Cameroun, dans le septentrion. On a annoncé la création du Grand Parti du Nord. Il y a quelques jours, c'est l'homme d'affaires ancien RDPC Mohamedou Bayrou Fadil qui lançait son parti, l'Union pour une nouvelle dynamique, et notre confrère journaliste Guibaï Gatama, que vous connaissez également très bien, a lancé, lui, il y a quelques jours, une association 10 millions de nordistes. Comment analysez-vous ces regroupements qui ont un point commun, le régionalisme? Je vais vous ajouter un troisième, Aboubacar Aladji, qui est à Maroua, pour les jeunes du septentrion, qui envisagent d'ailleurs un colloque également à Garoua cette année. Oui. Alors, c'est très simple. Il y a un ras-le-bol. Guibaï, c'est un monsieur compétent. Oui. Il est très compétent en journalisme, c'est son domaine. Fadil, c'est si vous prenez le nom Fadil, vous savez qui c'est. C'est un mania, donc, en termes Alors, donc, les deux, déjà, vous voyez, les branches ne sont pas politiques. C'est pas politique. Moi, je suis en politique. Je fais de la politique. L'analyse que je peux amener, l'analyse que je peux, l'interprétation que je peux donner à leur démarche, c'est juste le ras-le-bol. Et s'ils peuvent, par ces biais, par ces canaux, mobiliser nos compatriotes du Grand Nord, les sensibiliser pour ce réveil-là politique, c'est notre affaire. Moi, ça m'arrangerait. C'est pas régionaliste, hein. C'est quand même 3 régions. Maroua, c'est pas Garoua, Garoua, c'est pas Ngaoundéré. Donc, c'est des régions différentes. Sauf que Bayrou Fadil parle clairement, et je le cite, de l'homogénéité du Grand Nord en construction pour la défense de ses intérêts. Et il précise que le Grand Nord a donné à Paul Biya plus de 70% des voix lors de la dernière élection présidentielle. Donc, il est question de former le Grand Nord pour être une espèce de poids lourd politique. C'est très clair. En même temps, Bayrou, ce n'est pas un savant. Je vous dis, c'est des opérateurs économiques. Un opérateur économique qui se lance en politique désormais. Oui. Bon, oui. Alors, donc, il a ses positions. Oui. Mais la politique reste aux politiciens. Je peux dire, c'est un angle qu'ils ont pris, hein, c'est un point de vue qu'il a, mais cet angle-là, effectivement, remonte à 56, quand le président Aïdjo a voulu donc constituer un appareil solide du point de vue justement de ces, comment dire, vous avez utilisé le terme, de cette promiscuité, n'est-ce pas, de culture. Il a donc fait le tour des chefs traditionnels. Garoua, Rai, Ngaoundéré, Bagno. Il a fait le tour pour leur dire, étant donné donc cette culture qui nous est presque commune, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire quelque chose? Bon, la plupart n'en voulaient pas. Mais en fin de compte, il y a eu donc comme avec le roi Seydou Djumilum de Fumban, oui, un autre rapprochement ici même à Yaoundé, où il les a reçus à l'époque avec Amadou Maoundé et Abdul Kadiri, quelque chose comme ça, j'oublie le nom, oui, et ils ont discuté. Et ça a fait qu'avec Fumban, il y a donc eu alliance également. Et ça a agrandi donc, si vous voulez, le point de vue d'Aïdjo, et les autres ont suivi parce que le Seydou était proche au Lamido de Bagno, Yawa. Donc ils étaient proches, et Yawa était proche à Yaya Aïrou de Maroua. Ce qui fait donc Yaya a finalement cédé parce que c'était le plus rude contre Aïdjo. Il a accepté donc la démarche pour dire que bon, écoutez, on va essayer. Et ils ont porté Aïdjo, mais en exigeant dans le premier gouvernement qu'il soit donc leur ministre, donc ministre de l'Intérieur et vice-premier ministre. C'est comme ça que c'est passé. Avec ces 30 députés, ils ont pu faire quelque chose. Mais le contexte n'est plus le même. Oui. Nous sommes dans un contexte
Autrement dit, ce n'est pas la même musique qu'on va donc développer. Maintenant, il va falloir donc faire autrement, et convaincre les gens sur l'aspect, n'est-ce pas, des projets. Et c'est l'handicap pour justement Fadil, parce que ça fait 30 ans qu'ils sont derrière la locomotive RDPC. Et le bilan est celui que nous avons. Alors, en créant son parti, il quitte de fait le RDPC. Lorsqu'on lit entre les lignes les différentes sorties un peu rares, il faut le dire quand même, de Bayero Fadil depuis qu'il a lancé son parti politique, on voit très bien que son objectif, c'est de fédérer le Grand Nord qu'il considère comme une force qui pourrait être une force politique. Est-ce que vous seriez prêt, Aboubacar Ousmane Mey, à vous aligner derrière Fadil pour faire cette espèce de grand parti du Nord? Ben, je crois, ne courons pas plus vite que la musique. C'est ce qu'il recherche. Hein? Oui, et en fait, il est encore dans un cadre associatif. Il n'a pas créé encore de parti. Oui, il a donc mobilisé une association au niveau de Douala, des nordistes. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Hein. Alors, cette association veille sur les intérêts de... Je ne défends pas sa cause, je n'explique pas ce qu'il fait, mais c'est ce que j'ai donc appris et découvert. Mais dans le cadre donc politique, il ne peut que démissionner du RDPC avant de créer son appareil politique ou de rejoindre les appareils existants. Il a donc d'abord l'obligation de démissionner, ce que je ne vois pas. C'est inimaginable à l'heure où nous parlons. Et puis la cible, c'est quoi? Donc vous ne le voyez pas en train de démissionner du RDPC. En tout cas, qu'est-ce qu'il cherche alors? Tel que je vois. Bon, alors donc, je ne sais pas, il pourrait peut-être voir l'après-Bia. Oui. Parce que l'après-Bia pourrait donc engager certaines ambitions. Alors, sinon, je ne pense pas qu'il puisse le faire à l'immédiat ou même à court terme. Alors, Guibaï Gattama, notre confrère de l'œil du Sahel, un journal régional, n'en pense pas moins, hein. Il est pratiquement sur la même ligne que Mohamedou Bayero Fadil et il a déclaré, je cite, s'adressant aux nordistes, je reprends ces termes, hein, nordistes, prenons conscience de notre force et ensemble tout est possible. Quelle est cette force dont les nordistes, entre guillemets, seraient dotés? Ben, écoutez, Guibaï, d'abord c'est un petit frère. Guibaï a même trop tardé. C'est un monsieur qui est très informé, Guibaï. C'est un monsieur qui a pris beaucoup de risques. Et c'est le seul journal dans le Grand Nord qui a résisté aux différentes tempêtes. Guibaï, il a sorti beaucoup de choses enfouies. Il est même assez miraculeux qu'on le trouve encore, n'est-ce pas, en tout cas dans les rues, n'est-ce pas, aujourd'hui. Bon, mais sa manière de procéder n'engage que lui. Il sait pourquoi il le fait. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas le procureur déjà. La manière vous arrange ou pas? La manière, vous savez, nous sommes dans un pays démocratique où chacun s'engage comme il peut, en tout cas dans le cadre de la loi. Et il a choisi ce chemin. Il sait pourquoi il le fait. Mais moi je dis, c'est un homme qu'il faut respecter, hein, dans sa discipline et dans l'action menée pour le Grand Nord. Il est l'un des meilleurs éléments que le Grand Nord puisse brandir comme argument, n'est-ce pas, de patriote. Donc le reste, c'est mon observation. Le reste, il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Donc je ne le juge pas, je ne prends pas position pour ou contre, parce que nous, à l'ANC, déjà, nous avons des cadres qui peuvent donc donner l'opinion de façon générale. Personnellement, je ne suis pas contre ce qu'il fait, ni pour ce qu'il fait. Je n'ai pas d'opinion à donner là-dessus. Oui. Alors, tout le monde parle, toutes les personnalités du Nord qui prennent la parole ces derniers temps expriment, vous l'avez dit tout à l'heure, une espèce de ras-le-bol, la misère et tout. Mais on a comme l'impression que l'élite politique, administrative, bref, l'élite du Nord exploite la misère des populations à son propre compte. On se souvient encore du mémorandum du Grand Nord qui, en gros, n'a servi qu'à offrir un strapontin à un certain nombre de personnalités du Nord. L'ancien directeur de cabinet civil Bellinga m'avait reçu pour justement la cause Aïdio.
Et on s'est un peu égaré dans les discussions au point d'ouvrir donc ce volet, n'est-ce pas, des choses, élite Grand Nord et puis misère Grand Nord en même temps. Je lui dis, bon, mais faites la comptabilité, faisons l'arithmétique, n'est-ce pas, des postes en termes protocolaires. Nous avons le président de l'Assemblée, nous avons le président de la Chambre de, comment on appelle, Conseil économique, nous avons, c'est énorme. Mais paradoxalement, nous sommes dans la misère, dans l'insécurité. Alors, il a un peu rigolé, mais je lui ai dit, mais voilà la vraie situation. Moi, je ne suis pas du parti au pouvoir, hein, je ne suis pas du RDPC. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas... Oui. Je vous le dis en toute sincérité, à la base, nous en avons ras-le-bol. Un monsieur comme Amadou Ali, ça fait un siècle qu'il est là, mais aujourd'hui, le résultat, c'est qu'il ne peut même plus aller chez lui au village. Voilà le résultat. Vous avez Kavaï, qui est là, ça fait aussi une éternité, mais c'est des gens qui, vous prenez la route Mora, mais c'est extraordinaire. En clair, il y a de la part de l'élite politico-administrative plus un besoin d'assistance personnelle que de développement du Grand Nord. Bon, disons alimentaire, c'est en deux mots, c'est simple. C'est plus alimentaire qu'autre chose. Donc, il y a une représentation tribaux, sociale. Bon, alors on a tel à tel endroit, c'est bon, ça suffit. On ne se soucie pas du résultat, on ne se soucie pas, n'est-ce pas, de ce qui se passe, n'est-ce pas, dans les localités avec les populations. Et c'est comme ça que maintenant, dans le Logo-Nechari d'où je viens, vous voyez, il y a des villages entiers qui ont disparu dans la nature parce que insécurité. Il y a des Boko Haram partout, dans la frontière lac Tchad, du côté de, vous venez du côté de Bodo, Fotokol, en montant vers Dabanga, c'est des zones rouges, toutes sont rouges. Il n'y a personne qui vit là. Vous prenez la route l'axe Maroua-Kousséri, et il faut être en convoi avec des militaires. C'est des zones de guerre. Et pourtant, nous avons le président de l'Assemblée, nous avons. Alors, vous qui êtes sur le terrain, qu'en pensent les populations ? Alors, les populations... les populations se sentent avoir été un peu exploitées, sont déboussolées. Grugées par l'élite. C'est un privilège que de s'asseoir et discuter du problème du pays. Là-bas, on discute pour chercher de quoi manger et où dormir, parce qu'il y a des déplacés de guerre. Il y a des gens qui ne vont plus à l'école. Alors, en 3 secondes, vous pouvez vous retrouver, un père de famille, vous pouvez vous retrouver dehors sans abri. Et à la merci donc des structures, n'est-ce pas, de l'UNICEF ou je ne sais pas de quoi. Alors, donc, nous n'avons pas en tête les démarches politiques. Tous les votes que vous apprenez, hein, les résultats à gauche, les résultats à droite, c'est des bourrages d'urnes. C'est des bourrages parce que ces gars, ils n'ont même pas où dormir. Comment ils peuvent s'organiser pour s'inscrire et aller voter? Les villages ont disparu, mais les bulletins, les urnes sont pleins de votants. Alors, vous parlez de vote, justement, lors de la dernière élection présidentielle, le président Paul Biya est venu à Maroua. Il n'y avait pas mis les pieds pendant que Boko Haram faisait de nombreux morts dans cette région-là. Et au bout de 12 minutes et demie de campagne, il s'en est allé et au bout de l'élection, il s'en tire avec plus de 70% de votes dans l'extrême nord. Personnellement, je n'arrive pas à comprendre. Vous y comprenez quelque chose à un tel score? Nous comprenons parfaitement. Expliquez. En fait, ce qui se passe, je ne comprends pas le président Biya. Comment il peut penser que des gens, prenons le cas de Fotokol, où en une matinée, en février 2015, en une matinée, on a abattu 150 personnes. 150. Les Boko Haram ont fait une incursion à Fotokol et ils ont tué 150 personnes. Personne n'est allé là-bas. Aucune élite n'est allée s'incliner. Ce qui fait que, aujourd'hui, si vous, M. Jean Bruno, on vous dit, M. Biya, étant ressortissant de Fotokol, arrive à Maroua, allons le voter. Mais c'est ahurissant. Pourtant, on dit les gars l'ont voté. D'où sortent alors ces résultats? Bon, voilà, donc je crois qu'il n'y a pas à chercher de midi à 14h. Nous n'avons pas participé à ce jeu-là électif parce que le parti n'est pas encore préparé pour ça. Nous attendons le moment venu. Mais les comédiens ils ont joué leur rôle, c'est tout.
L'administration a fait ce qu'il fallait faire. Les résultats ont été fabriqués, préfabriqués, je dirais. Et le président Biya est revenu. Est-ce que ce serait méchant de vous retorquer que vous et les populations, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même? Ce serait méchant de le dire. Les populations sont encadrées par des lois, sont encadrées par des dirigeants, sont encadrées. Il y a toute une panoplie d'éléments qui font que la population doit. Et je vous dis, il y a des contraintes de la vie. Et les gars, parfois, le soir, il faut trouver des machins pour les moustiques. Et il faut chercher où trouver. Et parfois, la boutique du coin n'existe pas. Et puis, vous vous retrouvez dans la famille avec le palu. Il y en a 5-6 en une semaine qui tombent. Et donc, on est dans ce cycle-là, infernal. Infernal. On ne se soucie pas de bien. Les gars, aujourd'hui, disent que de toute façon, un jour, il partira. Et nous vivrons. Nous en sommes là. Donc, c'est une sorte de fatalité qui a frappé le Grand Nord. Vous prenez le cas de l'Adamawa, les prises d'otages. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le Cameroun, comment voulez-vous qu'un pays de paix, ça a été chanté tout le temps. Mais aujourd'hui, les gars, il n'y a pas 2 semaines, j'étais à Meganga, j'étais avec un des gars, les preneurs d'otages l'appellent régulièrement pour lui dire, bon, maintenant c'est ton tour, maintenant c'est ton... Ça fait même pas 3 semaines. Mais nous avons un État, nous vivons dans un État, et le président Biya est là. Comment on appelle le Premier ministre est là, le ministre de l'AT est là, le ministre de la Défense est là. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Maintenant, vous dites, malgré tous ces gars nous ont voté. Qui peut croire ça? Qui peut croire? Donc ce sont de fake résultats. Je ne suis pas le procureur. Enfin, je ne suis pas le procureur, mais je pense que la comédie a assez duré, quoi. Quand vous voyez Guibaï taper du poing sur la table, quand vous voyez Fadil sortir de l'ornière, Alagui à Maroua, c'est qu'il y a un problème. Bon. Et ça, c'est les courageux qui acceptent quand même de se mettre sur la place publique, dire que bon, le Grand Nord a besoin d'oxygène. Je trouve que la démarche, elle est juste. Mais bon, maintenant, la procédure, je ne sais pas comment ça va se passer pour eux, mais moi, je les encourage de toute façon. Hein. Est-ce que vous parleriez de la trahison des aînés politiques? Les aînés ont été plus que traîtres. Ils nous ont même livrés. Ils nous ont livrés. Parce que si vous connaissez le fonctionnement de l'appareil de M. Biya, eh ben, vous allez vous rendre compte que c'est les frères qui livrent les autres frères. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous avez la succession de Sopo, vous connaissez ce qui s'est passé. Vous avez la succession chez les Fouda, vous avez des successions chez les Aïdjo, et même chez nous-mêmes, chez les Talba. Toutes ces grandes familles-là ont plus ou moins été mises en difficulté et affaiblies de manière à pouvoir, n'est-ce pas, les utiliser contre eux-mêmes. À ce moment-là, c'est l'État qui, le premier sous-préfet, voire le planton même du coin, a à dire dans votre maison. Parce que, d'emblée, il y a l'un d'entre vous qui est dans le système dirigeant. Et les droits, donc, canons, sont piétinés. Alors, si les aînés, comme vous le dites, vous ont trahi, vous ont livré, qui aujourd'hui peut porter les aspirations d'une population qui, vous l'avez dit tout à l'heure, exprime son ras-le-bol? C'est le patriotisme. Il faut relever le patriotisme tel que nous le vivions à l'époque, avec tout le monde était au même pied d'égalité. Ça commençait dans les internats, ça continuait dans les colonies de vacances, ça allait dans les concours où on ne pouvait rien acheter, tout était, n'est-ce pas, mesuré. Et même cette histoire de, comment dire, favoriser le Grand Nord, comment on appelle, le plan scolaire que le président lui avait fait pour la politique de l'équilibre régional. Oui. C'était normal, parce que quand vous prenez le Tchad, l'exemple, n'est-ce pas, comparativement, quand vous allez au Tchad, à l'époque de Ngarta, le Nord avait des sérieux problèmes de scolarité. Ce qui fait qu'à la fin, après 20 ans d'indépendance, moins de 20 ans d'ailleurs, ils ont pris des calaches. Parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Étant tchadiens comme les autres, comment ça se faisait qu'eux étaient dans la misère pendant que les autres se sucraient. Donc, Aïdjo avait donc cet aperçu. Et il a préféré prendre sur lui de relever le niveau très bas du côté. Je vous dis, par exemple, en 1941,
à Kaélé, dans l'extrême nord, personne ne pouvait lire et écrire. Nous sommes en 1941. Personne ne pouvait lire un courrier en français. Alors, il est venu trouver cette situation-là. D'ailleurs, lui, il arrive en 58 comme Premier ministre. Et il a vraiment essayé de dicter des choses. Et ça a marché. Aujourd'hui, les gens sont allés à l'école quand même. On arrive à manger. Et aujourd'hui, on nous renvoie dans les mêmes situations. Insécurité, la famine, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure. Et ça ne peut pas durer. Alors, on va sortir par là, Aboubacar Ousmane, mais il y a quelques années, Wikileaks révélait des câbles diplomatiques et Amadou Ali, dans un de ces câbles diplomatiques, disait que le président Paul Biya doit se souvenir que c'est le Nord qui lui avait donné le pouvoir et qu'il doit penser à lui rendre l'ascenseur en quelque sorte. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'alternance à la tête du Cameroun. Est-ce que ce ne sont pas ces paroles d'Amadou Ali qui suscitent ce branle-bas général que l'on observe chez les politiques du Nord? Ceux qui pensent ça, c'est des comédiens. Oui. Personne ne laissera faire le gré à gré. Le Nord en premier. Alors donc je dis, cette comédie-là, ils n'ont qu'à la faire entre eux. Nous, ça ne nous concerne pas. Bon. Donc pour succéder à Paul Biya à la tête du Cameroun, il faudra aller se battre aux urnes. C'est ce que vous essayez de dire, oui. Nous n'accepterons pas, en tout cas moi, je n'accepterai plus l'autorité du parti au pouvoir. Ils ont fait leur temps, le bilan est là. De toute façon, ils sont en train de présenter déjà le vrai visage, celui de la fin. Il y a une déliquescence. Vous avez vu, aux élections locales, il y a eu des arrêtés qui sont sortis, et même des textes du président de la République, que les gens ont mis sous le tapis. Donc, ils bafouent eux-mêmes leurs propres textes venant du plus haut gradé de leur rang. Alors, de toute façon, la vie, c'est ça. Après la nuit, c'est le jour. Je crois que la nuit est en train de laisser place au jour. Les Camerounais ont foi en leur avenir. Le RDPC a fait son temps, Biya a fait son temps. Maintenant, il faut qu'ils comptent aussi les jours, comme nous avons compté des années et des années. Des années et des années, pour attendre que le jour se lève. Mais avant de partir, je souhaiterais qu'ils prennent en compte ce dont nous parlions en début d'entretien, de balayer sa cour. Alors justement, quelles sont les actions, c'est par là qu'on va finir cette émission, quelles sont les actions que vous comptez mener en faveur de la réhabilitation de la mémoire du président Amadou Ahidjo? La première action, elle est en cours d'ailleurs, c'est de mettre en place les structures. On en a déjà au niveau du Cameroun. Sambaka est en train de s'organiser, de mettre en place son équipe. Déjà, je sais que Habiba de l'UPC sera avec lui, avec d'autres compatriotes. Tous, c'est des grands patriotes. Bon, maintenant, au niveau, au niveau international, nous avons l'Union européenne et, comme je l'ai dit tantôt, et les autres représentations qui suivront. Mais il y a une clé que nous allons utiliser. C'est l'Union africaine. Et à la Commission des droits de l'homme de l'Union africaine de Banjul, nous allons essayer de les visiter pour déposer, n'est-ce pas, ce dossier-là. Et il y a aussi la Commission des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Nos gars de l'Union européenne ont demandé à ce qu'on leur autorise, n'est-ce pas, une descente par là. Et nous allons essayer de visiter les Sénégalais. Le colloque, nous souhaitons le tenir quelque part. Au Cameroun, ce n'est pas possible. Un colloque sur Amadou Ahidjo. Un colloque sur Amadou Ahidjo pour essayer de lui rendre hommage et réveiller donc un peu à l'esprit des compatriotes cette histoire qui est la leur, que les gens ont cachée. Et donc, on souhaite donc tenir ce colloque à Dakar. Moi, personnellement, le comité ne s'est pas encore réuni, mais moi, ce que je pense, c'est à Dakar, compte tenu du fait qu'il soit à Dakar, ses restes soient à Dakar, et sa famille d'ailleurs. Et donc, c'est plus facile de mettre la main sur Diouf, le président Diouf à Dakar qu'ailleurs.
Donc nous souhaitons donc inviter tout ce monde-là à ce colloque pour les remercier. Le président Gowon également du Nigeria, qui a été l'acteur principal des accords de 75 à Maroua le 30 juin. Nous allons donc essayer de les inviter tous, les proches d'Ahidjo, les amis et tout ça, à Dakar, pour lui rendre quand même un hommage après 30 ans de décès, ce que le Cameroun aurait dû faire depuis longtemps. Et remercier Madame Ahidjo d'être restée stoïque, digne et vraiment respectable. Donc nous souhaitons donc lui rendre cet honneur, lui dire que beaucoup d'Africains et de Camerounais particulièrement la trouvent digne, et lui remettre donc un certain document pour cette reconnaissance-là, au nom de la structure, signée par des personnalités un peu partout. Nous allons donc inviter du monde. Nous souhaitons que le cardinal Toumi soit parmi, l'imam de Yaoundé, l'imam central de Douala ou Yaoundé, on en prendra un. Pour essayer de rencontrer des gens ici. Le monsieur Soukoudjou, il nous intéresse beaucoup dans l'association. C'est un monsieur qui est dynamique. Hein, et le roi Bamoun, oui, on va envoyer donc des comités à aller discuter avec eux, leur dire que bon, ça y est, les Camerounais sont un peu fatigués, ce monsieur doit rentrer. Voilà, donc à la fin, donc, il y aura un mot de remerciement pour les Sénégalais qui ont tout fait pour le président Ahidjo et pour le Cameroun en partant. Hein. Donc voilà un peu quoi. Eh bien, on en parlera le moment venu. On en reste là. Alamine, non. Aboubakar Ousmane Meh, merci. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés. Rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, continuez de regarder Naya TV et surtout, abonnez-vous en cliquant sur les liens qui s'affichent au bas de votre petit écran. À bientôt. De plus en plus d'appareils sont connectés à Internet et se protéger contre les menaces peut paraître bien compliqué. Et si la cybersécurité devenait accessible à tout le monde ? C'est pour cela que nous avons créé Bitdefender Central, votre portail de gestion simplifié de sécurité. Installez une protection sur n'importe quel appareil, le tout à distance. Gardez le contrôle où que vous soyez. Si le PC de Marie se comporte de façon suspecte, analysez-le à distance depuis votre application. Optimisez et nettoyez aussi votre ordinateur. Utilisez le contrôle parental pour garder un œil sur vos enfants et superviser leurs activités en ligne. Et si un de vos appareils est introuvable, utilisez le module antivol pour le localiser en temps réel. Restez informé à tout moment de votre sécurité. Bitdefender Central, votre sécurité simplifiée. Made with virgin pulp of our forests, Tiof is a derivative of pure cellulose wedding, a handkerchief eco essential for hygiene, which does not generate any environmental pollution. The Tiof pocket handkerchief is a perfect combination of resistance, suppleness, and softness. We have added to its packaging an African imprint, which resembles us and brings us together. Tiof. Homemade By us. For Africa.